Nous allons, avec notre invité, évoquer les résultats de la présidentielle au Togo. Les résultats ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Résultats provisoires qui donnent le président sortant Faure Gnassingbé largement en tête avec un peu plus de 72% des suffrages, le meilleur score qu'il ait fait depuis de toute sa carrière politique. L'autre grand enseignement, c'est la débâcle totale de l'Alliance nationale pour le changement qui descend sous la barre de 5%. Le parti MPDD d'Agbeyome Kodjo arrive en seconde position. Nous allons tirer les leçons de cette élection avec notre invité, Jerry Komandega Taman, président du Nouvel Engagement Togolais et président du groupe parlementaire NET PDP, qui était en conférence de presse cet après-midi même. Jerry Taman, bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas participé à ce scrutin, mais vous l'avez observé globalement. Que dire d'abord ? Je crois qu'il y a deux leçons principales à retenir. La première, c'est que nous avons eu, comme on commence quand même à avoir un scrutin plutôt apaisé. Il n'y a pas eu de troubles. Je tiens quand même, avant de rentrer dans ce témoignage, à préciser que même si nous n'avons pas été candidats, le NET est aujourd'hui à la CENI et le NET est présent dans 26 CELI sur les 46 CELI que nous avons. On a en tout 9389 bureaux de vote et nous sommes présents dans 5895 bureaux de vote, ce qui représente à peu près 62% des bureaux de vote rétablis sur l'ensemble du territoire. C'est sur la base de cette représentativité qu'aujourd'hui nous pouvons nous dire, si nous sommes présents quand même sur 62% du territoire, nous pouvons quand même, par extrapolation, donner notre opinion sur ce qui s'est passé. Ça, il était, à notre sens, important de le préciser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire ? La première chose, comme je le disais tout à l'heure, le scrutin s'est passé de façon plutôt apaisée. Il y a eu comme on le sait, quelques problèmes matériels, quelques insuffisances d'équipement, quelques incidents. Mais de notre côté, tous les incidents qui nous ont été signalés, en règle générale, ont été réglés avant midi. Moi-même, j'ai fait une tournée dans quasiment les plateaux de Esmono, Agné, Ogou, Haro, même Zio ici, plus le Grand Lomé. Et je peux dire que dans l'ensemble des points que nous avons sillonnés et dans l'ensemble des points où nous avions nos gars, premier élément, c'est que le scrutin s'est passé de façon apaisée. Il n'y a pas eu de problème majeur. Deuxième élément, sur la base donc des PV de CELI que nous avons obtenus chez nos représentants, les résultats proclamés par la CENI sont conformes aux résultats que nous on a reçus chez nos représentants. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la CENI proclame ses résultats et nous, on a mis en place un centre de compilation où on a pris, aujourd'hui, grâce à Internet et Facebook et WhatsApp, heureusement, ça va très vite. Donc, on a pu avoir les scans des PV que nos représentants ont à leur niveau. Et il y a une conformité entre ces résultats-là et ce que la CENI a. Donc ça, c'est les deux leçons que nous avons. Pas de violence particulière, pas d'irrégularité particulière sur les éléments des 26 CELI. Et ensuite, conformité entre les résultats et ce que nous en avons à disposition. Alors, la première grande découverte, je vais le dire comme ça, de ce scrutin, c'est que le président de la République est encore hyper populaire. Est-ce que vous le diriez ainsi ? Non. Honnêtement, oui, parce que sur les résultats parlent d'eux-mêmes. Comme je l'ai dit, vous savez, dans une CELI, chaque membre du bureau de vote, il y a deux membres qui viennent, chacun avec... et il faut aussi préciser aux spectateurs, aux téléspectateurs, que dans chaque CELI, le président et son adjoint sont de sensibilités différentes. Pour être sûr que quand même, Donc, ils arrivent et présentent les résultats de leur bureau de vote. Et donc, on enregistre bureau de vote, pas bureau de vote. Donc, aujourd'hui, nous sommes obligés de dire, si le résultat présenté par la CENI n'est que la compilation, l'addition, la somme des résultats des CELI, et les CELI sont la somme des résultats des bureaux de vote. Donc oui, on a quand même un score auquel moi je ne m'attendais pas, qui est de 112%. Vous l'avez dit tout bien, c'est un score, c'est le plus grand score qu'il ait jamais fait. On peut même aller plus loin, c'est le plus grand score que l'ancien parti RPT n'ait jamais fait dans ce pays. C'est-à-dire 112% pour un président sortant, c'est la première fois qu'on le voit. Bon, maintenant après... Alors, finalement, c'est UNIR qui est trop forte ou c'est l'opposition qui est trop faible ?
C'est l'opposition qui est faible. Écoutez, quand vous avez vu comment la campagne s'est passée, on a eu l'impression que c'est UNIS seulement qui faisait la campagne. Je pense qu'il y a deux éléments à ce niveau-là. Il faut reconnaître aussi que pour la première fois, Faure Gnassingbé a vraiment mouillé le maillot. Oui. Moi, j'étais candidat en 2015. Je peux dire que le nombre de meetings qu'il y a eu, il n'y en avait pas peut-être une dizaine. Ou le président lui-même. On a vu un président opiniâtre, présent sur le terrain. On le voit en train de voir des militants le prendre quasiment au cou. Donc il y a quelque chose qui est nouveau. Bon, on espère que ça va continuer. On a eu un président vraiment qui avait de l'infusion avec, qui était en communion avec ses militants. Et ça, c'est quelque chose qui a sans aucun doute joué. Parce que il a quand même réussi à faire non seulement toutes les préfectures, mais parfois 2 ou 3 localités par préfecture. Bon, c'est vrai que quand vous avez un hélicoptère, c'est plus facile. Mais il n'en reste pas moins que ça, c'est nouveau. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu depuis 2005 Faure Gnassingbé faire une campagne comme celle qu'il a faite. Faire d'eau, et il y a eu des localités comme Pelé, où il n'a pas pu aller, le lendemain il est retourné. Alors qu'en 2010, quand il ratait un meeting, c'est fini. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est évident aussi que, je le dis souvent, dans un pays où vous avez à peu près un taux de pauvreté qui tourne autour de 50%, il vaut mieux avoir quand même des sous pour faire campagne. Ça aide. Et puis, troisième élément, c'est que, je le dis souvent, nous sommes une opposition pauvre, moi y compris, attention. Vous avez vu l'attrait et puis même parfois l'attente que les candidats ont eu pour les fameux 43 millions. Dans d'autres pays, d'abord 43 millions, ça ne vous fait pas une campagne. Mais vous avez vu quand même on avait deux types de candidats moins riches. Je peux même vous dire que dans certaines localités, vous voyez passer la caravane d'un candidat, 6-7 voitures, vous voyez passer la caravane des militants d'Unis d'un canton, vous avez 15 voitures. Vous voyez quand même le fossé. C'est que ça. Donc oui, il y a d'un côté le fait qu'UNIR a fait une campagne complète dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de préfectures, alors que nous, les leaders de l'opposition, la campagne, c'est uniquement quand tu pars dans la localité. Après, les gens n'ont pas non plus les ressources pour maintenir la campagne quand tu n'es pas là. Mais ici, dans toutes les localités, les cadres des préfectures, des cantons ont fait campagne permanente. Et comme je l'ai dit, Faure lui-même, le président Faure, est passé dans ces localités. Donc, les deux éléments jouaient. D'un côté, trop fort, et d'un autre côté, trop faible. Alors, au niveau de l'opposition, il y a un nouveau dessin de la carte politique. Vous avez le parti qu'on disait le plus implanté, le mieux implanté, le plus organisé, qui a des fédérations dans toutes les préfectures, etc., mais qui ne dépasse même pas la barre des 5%. Comment comprendre ça? Parce qu'il y a eu une OPA sur l'ANC. C'est-à-dire que le monsieur Aguiome, il a eu ce génie-là de reprendre tout simplement le discours de l'ANC. Et en amenant quelque chose de nouveau que sans aucun doute piège dans lequel, je ne veux pas dire piège, mais élément dans lequel beaucoup de militants de l'ANC sont sortis, c'est qu'il a dit, moi, j'irai vous chercher les résultats. Et à partir de là, ne nous trompons pas, demain, si on a une élection locale, je ne suis pas sûr que les choses vont changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, sur les éléments que moi j'ai, ont cru quand même en disant, écoutez, voilà, ça fait 3 ans, mon coco, que tu ne nous ramènes rien. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai les moyens, je maîtrise l'armée, j'ai les relations, j'ai les moyens de vous ramener le truc. Donc les gens disent, mais tant qu'à faire. Donc c'est ça, en fait, en réalité, quand vous prenez, même si l'opposition, on en parlera peut-être, dans sa globalité a reculé, puisque nous sommes aujourd'hui à 28%, mais en réalité, c'est que quand vous regardez les résultats, c'est qu'en réalité, le MPDD et la coalition Kodjoro a beaucoup plus récupéré les militants de l'ANC. Au point d'aller même battre l'ANC dans Golf 4, vous imaginez? Est-ce que c'est des vrais militants que l'ANC avait? Parce que si vous êtes militant, convaincu, quel que soit le discours que vous tient un adversaire, si votre mentor est là, vous le suivez normalement. Non. Aujourd'hui, les Togolais sont moins militants que recherchons l'alternance. Les militants de l'opposition disent, nous recherchons l'alternance. Et si, quelle que soit la personne qui peut nous le garantir, nous le prenons, c'est un peu la fête de démocratie d'abord, politique partie plus tard. C'est-à-dire que les gens disent, OK, si quelqu'un vient nous dire aujourd'hui, nous pouvons vous apporter l'alternance, nous avons eu confiance en X, Y, Z, c'est pas venu, donnons-lui sa chance. Aujourd'hui, j'anticipe peut-être sur l'émission, mais les gens doivent être en train de voir rouge quand on leur dit que celui qui leur a dit qu'il va leur apporter l'alternance demande de sortir dans la rue. C'est exactement ce que l'ANC faisait avant. Parce que le produit marketing qui a été vendu, c'est que j'ai une boîte secrète
qui me permettra, si vous me faites confiance, de vous apporter l'alternance. Donc voilà, je pense, hein, c'est mon opinion, parce que n'oubliez pas aussi que nous aussi, on a appelé à voter les militants de l'opposition. Oui. Et qu'aujourd'hui, nous aussi, nos militants doivent être en train de voir rouge en se disant, mais écoutez, le parti nous a dit de voter les candidats de l'opposition. Il y a sans aucun doute un certain nombre qui ont voté pour celui qui disait « Moi, je suis en mesure de vous arracher la victoire ». Et ils doivent être en train de voir rouge en disant « Mais la solution, c'était que ça. C'était de dire uniquement aux gens de sortir. » Donc voilà. Donc je pense beaucoup plus que ce n'est pas sur le fond une mutation. C'est que les militants se sont dit « Nous avons une occasion. » Et on va donner la chance à celui qui nous dit qu'il est en mesure de. Mais ça ne fait pas de moins bons militants, parce que je suis sûr que vous organisez une élection législative ou locale demain, on aura des surprises. C'est mon avis. Agbeome Kodjo est deuxième avec 18,37%, même si on considère que pour lui, c'est un bon score. Vous pensez qu'il a une attitude républicaine parce que vous avez dit là que les résultats que vous avez sont conformes à ceux que la CENI a proclamés. Lui, il dit le contraire. Oui, mais bon, parfois, vous savez, le monde est un peu cruel. Parce qu'en 2015, quand l'ANC faisait la contestation de résultats, la première personne à dire qu'il faut utiliser les voies régaliennes et légales, c'était Agbeome à l'époque, en disant, bah, écoutez, donc vous voyez, le monde est un peu cruel. Mais moi, j'ai une conviction qu'on a expérimenté pendant les élections locales. Quand vous apportez aux instituts chargés du contentieux électoral. Pour les élections locales, c'était la Cour suprême. Pour les élections législatives, c'est la Cour constitutionnelle. Si vous apportez des éléments irréfutables, et aujourd'hui, les éléments irréfutables, c'est quoi? C'est les PV. Si vous apportez des PV contradictoires signés par l'ensemble des membres des bureaux de vote, je ne vois pas une Cour constitutionnelle en train de dire « nous ne prenons pas en compte ». Mais au même moment, si vous permettez de sortir des sentiers de la légalité, alors que vous êtes rentré dans la légalité en participant à une élection, ben, si vous sortez de là, c'est que non seulement vous mettez en porte-à-faux, mais c'est que vous cessez d'être crédible. Parce que, hypothèse numéro 1, comme certains, comme nous d'ailleurs, vous n'y allez pas, et je connais des partis qui disent ça sert à rien d'aller à des élections au Togo, il faut faire la révolution. Ils sont cohérents avec leur engagement. Mais si vous y allez, c'est que vous êtes d'accord, parce que un matin, vous êtes allé vous asseoir devant le président de la Cour constitutionnelle. Vous avez signé. Et donc, ça veut dire que non seulement vous reconnaissez la légitimité de la Cour constitutionnelle, mais c'est que vous acceptez aussi que l'organe chargé du recours contentieux, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, vous ne pouvez pas faire une élection. Vous avez une première étape, c'est les résultats provisoires. Vous rassemblez vos éléments de preuve. Vous avez 48 heures. Vous allez rassembler vos éléments de preuve et vous apportez au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce qu'on peut accepter et comprendre aujourd'hui, c'est qu'après avoir apporté ces éléments, si c'est rejeté, vous pouvez en ce moment, mais en ce moment uniquement, prendre à témoin la communauté nationale et internationale en disant, bah, écoutez, voilà, j'ai présenté 2000 PV. Ces PV-là, c'est des PV signés par tous les délégués et tous les membres du bureau de vote. Ça a été rejeté. Donc là, à la limite. Mais je pense que c'est plutôt même dangereux que de partir sur la voie où on dit, on demande aux populations de descendre. De toute façon, ça n'a jamais prospéré. Est-ce que vous pourrez répondre, j'allais dire, sans risque de vous tromper, est-ce que Agbeome Kodjo a perdu ce scrutin? Oui. Sur la base de 26, c'est des éléments que nous avons dans les 26, je précise encore, 26 CELI sur 46. Je ne vais pas plus loin, mais sur les 26 CELI, répartis dans les 5 régions, nous avons les résultats qui sont conformes à ce que la CENI a envoyé. Là-dessus, je peux vous dire oui, M. Fogna Singbe a gagné ces élections et donc les 6 autres candidats les ont perdus. Maintenant, après, je l'ai dit, il se peut que sur les 20 autres CELI, qu'il y ait d'autres réalités. J'en sais rien du tout. Je ne veux pas parler de choses qui ne sont pas les miennes. Mais c'est possible aussi que les autres ont d'autres choses. Mais c'est pour ça que je précise que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans des galimatias ou bien des borborigmes en disant « ouais, il faut faire ça ». Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons une première étape, c'est le recours contentieux à la Cour constitutionnelle. Et si là, il y a injustice, en ce moment-là, je peux comprendre exactement un candidat qui dit « on m'a triché, je suis passé par les voies légales, on m'a triché, donc oui, je demande éventuellement soit aux gens de manifester et hypothèse numéro 1 respectant les conditions. Ou bien hypothèse numéro 2 parce que dans notre texte concernant les manifestations, il est prévu quelque chose qu'on appelle manifestation spontanée. Dans ce moment-là, si ce n'est pas l'appel d'un candidat ou bien d'un parti politique, les gens décident spontanément
dans toutes les villes du Togo de manifester, ben là, en ce moment-là, ben, je pense que même le président faut avoir en tirer les conclusions et revoir peut-être sa position. Mais pour le moment, sur les 26 CELI où nous avons les résultats, M. Faure Gnassingbé gagne avec la proportion telle qu'elle est présentée. Que recommanderiez-vous à Guillaume Kodjo? Ben, je pense qu'il faut faire le recours. Je l'ai dit, nous on l'a dit dans notre conférence de presse aujourd'hui. Le gros problème, Monsieur Samuel, c'est que beaucoup de candidats n'ont pas mis des délégués dans les bureaux de vote. Donc du coup, si on n'a pas de délégués dans les bureaux de vote, on n'a pas de délégués dans les CELI, il est évident que vous aurez du mal à contester des résultats parce que vous n'étiez pas à marcher, les gens bouffaient les cocottes sans vous. Donc c'est là aussi notre problème. Nous, quand on a fait le monitoring, nous nous retrouvons parfois à près de 50% de bureaux de vote où des candidats n'ont pas, certains candidats n'ont pas ni leurs représentants. Certains candidats ont au moins quelques représentants dans les bureaux de vote parce qu'ils sont la CENI. Mais d'autres n'en ont pas du tout. Et même quand vous avez des représentants, ça ne court pas tout. Aujourd'hui, après UNIR et l'UFC, nous sommes le 3e parti à avoir un plus grand nombre de CELI et de membres de bureaux de vote. Dont les autres en ont moins même que nous. Après, donc, il faut compenser avec les délégués. Mais si vous n'en mettez pas, c'est extrêmement difficile. Donc moi, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est de dire, utilisez dans un premier niveau le recours en présentant les éléments de preuve qui, dans le cas, puisqu'il n'y a pas eu d'incident quelconque, si on avait, ça peut aussi être des éléments qui peuvent amener à invalider le scrutin dans un bureau de vote ou bien dans un centre de vote. Mais s'il n'y a pas eu d'incident particulier, ce qu'il faut maintenant, c'est utiliser les PV. Bon, tu sais, j'ai entendu parler de bourrage et tout ça. Ouais. Ça reste des fantasmes. Parce qu'il faut pouvoir présenter les éléments de preuve. Aujourd'hui, tout le monde se balade avec son smartphone. On a vu à Goto, et moi-même, j'ai envoyé quelqu'un à Goto qui a confirmé que oui, il y a eu une tentative de bourrage. Les gens, on a vidé les urnes et on a recommencé avec même l'aide de la CELI et des agents de sécurité. Donc, quand il y a des éléments, oui, les gens interviennent. Sinon, c'est compliqué. Alors, la situation de l'opposition, ça devient compliqué à ces moments-ci. Et y compris nous-mêmes, parce que nous, on a appelé à voter l'opposition. Si on se retrouve à 28%, et c'est pas... Au départ, je me disais que les bulletins nuls peut-être représentaient 10% pour que ça relativise un peu. Mais les bulletins nuls cette année sont plutôt faibles. Et donc, avec 28% pour une opposition, ça va être extrêmement difficile. Et pour moi, je pense qu'il faut tirer une leçon. La première leçon, c'est de comprendre que le peuple togolais, si ces résultats venaient à être confirmés, on voit un signal clair à l'opposition. Il faut changer de méthode. Il faut changer même plus loin, il faut aller plus loin, il faut changer les personnes. Aujourd'hui, une bonne partie de ceux qui animent la vie politique au Togo dans l'opposition, moi je portais les slips quand ils étaient aux affaires. Voilà, donc aujourd'hui on se tape sur l'épaule, il faut changer les gens, il faut changer les personnes, il faut changer les paradigmes. Mais dernier élément, c'est qu'il faut avoir l'argent. Les Ivoiriens disent là, si on n'a pas l'argent, vous pouvez avoir tous les discours, vous pouvez avoir les meilleures postures, mais après, c'est pas l'argent que vous mobilisez les gens pour aller. Vous avez vu comment UNI faisait du porte-à-porte ici. Par jour, c'est des dizaines de centaines de jeunes qui font du porte-à-porte pour apporter le message. Mais si un candidat, un citoyen, un électeur n'a jamais été abordé par un candidat, comment voulez-vous qu'il vote pour lui? Dernier exemple, avant que vous passiez à la prochaine question. Moi, je suis élu à Lavagnon. Dans la ville de Lavagnon, qui est le chef-lieu de la préfecture, aucun candidat de l'opposition n'est venu pour faire campagne. Comment voulez-vous que les gens de cette localité puissent voter en ayant l'impression qu'on les méprise, alors que pour la même localité, vous avez le candidat d'UNIR, M. Faure Gnassingbé, qui est arrivé, qui a fait un meeting et qui a fait une réunion avec les cadres. Mais ça fait la différence. En partie. Donc, voilà, le chemin est très long. Alors, on pensait aussi que pour ce scrutin, il y aurait un fort taux d'abstention. Finalement, c'est aussi un très bon score. Et au niveau de participation, 76,63%, contrairement au municipal où on a eu 52%, et aux législatives de 2018. C'est quoi il y a un nouveau regain d'intérêt des politiques à la chose, des citoyens à la chose politique. Il faut dire aussi que la campagne telle qu'elle a été faite, d'une part, il faut le reconnaître, ce mérite-là, mais sa campagne est la campagne extraordinaire que M. Faure Gnassingbé a fait. On n'a jamais vu ça. La plupart des candidats, moi j'ai été candidat en 2015, je faisais 5 ou 6 meetings et puis c'est fini. Là, il a parcouru non seulement toutes les préfectures du Togo, mais dans certaines localités, il en a fait 2 ou 3 coins. Ça, on n'a jamais vu ça. Donc,
D'un côté, c'est vrai que ça a incité les gens, par exemple dans la maritime, à aller voter alors qu'ils avaient plus ou moins boycotté sur les 12 autres élections. Mais au même moment, à l'intérieur du pays, ça a été un truc de malade. Sincèrement. C'est-à-dire qu'il a réellement mouillé le maillot. On a des taux de participation à l'intérieur de 98 bah oui. par endroit, 99 non, même. Sans compter que, et ça, c'est pas interdit par le code électoral, les gens aidaient les gens à se déplacer pour aller voter. C'est pas interdit. C'est-à-dire que vous êtes là, on te voit, est-ce que tu as voté? Non. On dit, bon, mon frère, c'est quoi ton problème? C'est un peu loin. Monte dans la voiture, monte sur moto, on va t'amener. Une fois qu'on t'amène devant, quand tu rentres dans le bureau, tu fais ce que tu veux. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une stratégie qui a été extraordinaire. Même si, je le dis, j'ai été plutôt surpris par le taux, on l'a jamais vu. Le meilleur taux de participation qu'on a eu, c'est en 2007 avec les législatives, on était monté à 85%, mais c'était des législatives. Mais des présidentielles, on est à 76%, c'est extraordinaire. Mais, comme je le dis encore, le dépouillement du fait de la CENI en présence de tout le monde, et les bureaux de vote viennent avec les deux sensibilités. Donc, il est extrêmement compliqué, difficile de remettre en cause des résultats qui ne sont que la somme, l'agrégation des résultats qui viennent d'avoir des bureaux de vote, ensuite des CELI et arriver au niveau de la CENI. Donc, c'est extrêmement difficile. Alors, on voit, il y a aussi les autres candidats, comme Iwolu, Tchassona Traoré, Tchaboré Gogué, Dr Koessan, qui font un peu figuration. Bon, je suis mal placé pour en parler parce qu'en 2015, je faisais aussi un peu figuration. Mais c'est important qu'on ait cette diversité-là. Je pense que c'est... Oui, mais si c'est pour ramener des 0, des 1, des 2, j'ai eu un pincement de cœur pour, par exemple, Tchaboré Gogué. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il avait 4, il avait 4, et quelques, voilà. En 2000, en fait, il avait la place de Jean-Pierre Favre en 2005. Et puis là, il a reculé. Le professeur Oulou qui a tenté, qui a aussi un excellent programme, mais qui se retrouve autour de 1, voilà. Mais bon, je crois quand même que personnellement, qu'on se retrouve dans un système dualiste, comme dans certains pays, des gens disent que c'est une bonne chose. Non, je pense que tant que les gens peuvent exprimer leur diversité, parfois les grands candidats puissent dans les propositions de ces personnes-là des éléments pour asseoir leur politique. Donc je pense que c'est bien, je regrette encore, je le déplore et je continuerai à le dire, qu'on ait fait cette surenchère-là sur le fonds d'aide à la campagne. Nous, on avait eu la chance en 2015 de l'avoir avant la campagne, mais là, on a promis, les gens ont fait des engagements et tout ça, et puis après, ils l'ont jamais eu. On dit on va le payer après. Bon, c'est que moi, je pense que ça a été fait exprès. Donc voilà, il faut un fil de figuration, mais certains avaient de bons programmes. Et je pense que c'est aussi une façon aussi de se mettre en lumière. Comment vous voyez l'avenir? Sombre pour l'opposition. Pas pour le pays, parce que bon, un pays ne meurt pas. Mais il faut tout remettre à plat. Il faut absolument tout remettre. Parce que le résultat d'Agboémé est un résultat à trompe-œil. Parce que c'est beaucoup plus la coalition et les éléments qu'on a présentés. Le candidat du Saint-Esprit, le candidat de Kodjoro, le candidat unique de l'opposition. Et c'est quelque chose qu'autrefois, lors des élections locales, la C14 avait utilisé. C'est-à-dire que quand on se présente comme le candidat du plus grand nombre, les gens, finalement, il faut reconnaître qu'ils sont peut-être plus sensibles à cela. Donc, c'est un résultat à tromper. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne suis pas sûr que si demain, on organise l'élection locale, ou comment on va organiser les régionales, je ne suis pas sûr que l'ANC va autant reculer lors des élections régionales. Mais c'est que là, il y a eu un discours, une dynamique, et les gens se sont dit, bon, donc du coup, il faut tout remettre à plat au niveau de l'opposition. Il faut avoir de nouvelles personnes, il faut avoir un nouveau langage. Le dégagisme ne marche pas. Il faut que nous comprenions, le dégagisme ne marche pas. Les Togolais ne sont pas des gens intolérants. Si tu dis à l'intérieur du pays, quand tu dis à quelqu'un que faut dégager, il va te dire, mais il va dégager aller où? Tu dis, tu n'as qu'à dégager là, il va dégager aller où? Donc le dégagisme ne marche pas. Il faut qu'on ait un discours, certes, d'alternance, on a besoin de l'alternance dans ce pays. Nous aimerions quand même connaître notre président, bien entendu. Mais il faut qu'on construise ça de façon longue, et détaillée, de façon permanente, mais il faut de nouvelles personnes. Excusez-moi, en 91, j'avais 15-16 ans. Je faisais ces sauts, quoi. Donc aujourd'hui, les mêmes personnes avec eux, non, ça va. Il faut que les jeunes trentenaires rentrent en politique et viennent nous remplacer. Moi-même, actuellement, je commence à être un dinosaure. Donc, non, il faut tout remettre en place. Et en ce moment-là, peut-être, on pourra commencer à parler d'alternance. Directement, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause et juste après le journal, on retrouve Regard croisé.